Bonjour, alors un vaste sujet aujourd'hui, la coiffe en Bretagne. Nous l'aborderons à travers différentes facettes. Nous commencerons par un volet plutôt sociologique. Sans oublier le volet historique. Nous aborderons ensuite les sources. Et l'évolution à travers les siècles. Nous illustrerons parfois nos propos en prenant appui sur la coiffe bigoudaine. Et en conclusion, nous aborderons quelques grandes questions qui nous paraissaient essentielles pour la compréhension du sujet. Les coiffes en Bretagne, les coiffes qui nous intéressent, celles pour lesquelles nous avons des sources, ne remontent guère avant les années 1800. Elles nous plongent au cœur de la société traditionnelle. Alors un petit point peut-être sur la société traditionnelle. La société traditionnelle se caractérise par différents éléments. La prédominance du travail manuel, l'autorité de la religion, une faible mobilité géographique, une société d'interconnaissance, c'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde, et une société d'autosuffisance. On peut dire que l'agriculture et l'élevage sont les deux fondements de cette société. Évidemment, la Bretagne ne connaît pas une évolution sociétale sur tout son territoire, mais la guerre de 14-18 va vraiment être une vraie rupture à tout point de vue, et petit à petit, cette communauté rurale, cette société traditionnelle disparaît. Habitants des bourgs ou des campagnes, du nord de la Bretagne, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, personnes aisées, indigentes, paysans, commerçants, artisans, toute la communauté évidemment s'est habillée pour différentes occasions, pour le travail, pour les grandes cérémonies, pour les marchés. Ils se sont habillés en été comme en hiver pour se protéger du vent ou pour le soleil. Ils ont composé leur façon de se vêtir en fonction de différents éléments, évidemment en premier lieu en fonction de l'usage, en fonction des matériaux disponibles sur leur territoire, en fonction des savoir-faire locaux, évidemment en fonction de leur niveau social, mais surtout en fonction des codes vestimentaires en usage dans leur territoire. Dans cette société traditionnelle, le couvre-chef, qu'il soit chapeau, bonnet ou coiffe, est un des marqueurs sociaux les plus importants du vêtement. Il permet de distinguer l'individu, il permet de savoir s'il s'agit d'un concitoyen ou d'un étranger. Quand on pense aux coiffes, on pense évidemment aux belles coiffes bien travaillées, bien ajourées. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En Bretagne, une femme sort toujours avec sa coiffe, sauf évidemment grosse intempérie. Elle la porte donc au quotidien et la coiffe est vraiment partie intégrante de son vêtement. Même si elles peuvent avoir la même forme que celles portées pour les grandes cérémonies, les coiffes portées au quotidien sont évidemment moins travaillées, plus solides. Elles peuvent parfois être spécifiques comme les capotes de travail. La coiffe avait en premier lieu une fonction de protection. Au XIXe siècle, elle couvre encore largement la tête et la nuque. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il était inconvenant de sortir la tête nue, il fallait absolument couvrir ses cheveux. La coiffe avait donc ce rôle social également. Dès le XVIIIe siècle en Bretagne et probablement bien avant, les coiffes étaient aussi un indicateur géographique. Au premier coup d'œil, on savait d'où venait la personne. Aujourd'hui, difficile de s'y retrouver dans cette iconographie ancienne foisonnante, dans toutes les coiffes que portent les cercles, parce que non seulement ils vont porter des coiffes de toute occasion, de tout lieu, mais de toute période. Au-delà d'une appartenance à un lieu, vous l'aurez bien compris, la coiffe disait bien autre chose. Il y avait des codes très fins, il fallait vraiment savoir lire entre les lignes. Il pouvait y avoir des coiffes spécifiques pour le mariage, en tout cas elle était forcément pour le travail et pour le deuil. La coiffe était en constante évolution. Les jeunes femmes portaient toujours des coiffes très à la mode. Par contre, les femmes un peu plus âgées sortaient facilement de ce jeu social, de la séduction, et portaient des coiffes un peu, parfois, passées de mode. Dans la première moitié du XIXe siècle, plusieurs peintres, illustrateurs et lithographes mettent en valeur les différentes tenues traditionnelles bretonnes. Il y a par exemple Perrin, Charpentier, Saint-Germain, Laloux, pour ne citer qu'eux. Mais incontestablement, ce sont les travaux de François-Hippolyte Lallès qui sont les plus aboutis. C'est donc à la demande de l'éditeur Charpentier, un éditeur nantais, qu'il va sillonner la Bretagne entre 1843 et 1844. Il nous laisse un témoignage incomparable des vêtements, tant par rapport à la matière, aux couleurs, aux coiffes.
Depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, la révolution industrielle en France permet la fabrication du tulle. Ce tulle mécanique et ces dentelles mécaniques par la suite feront le bonheur des femmes du peuple. Alors on sait qu'au début du XIXe siècle, l'utilisation des dentelles est très limitée sur les bordures des coiffes, des châles, des cols, des manchettes, mais pas de façon généralisée. Donc dès 1843, François-Hippolyte Lallès croque des coiffes à la fois très transparentes sur mousseline ou sur tulle, mais aussi des coiffes plus denses sur linon par exemple. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard, vers 1860, que le tulle va véritablement se démocratiser et se propager à l'ensemble des coiffes. Dans la grande majorité des cas, le tulle supplantera les différents matériaux qui ont été utilisés précédemment, comme le linon, le batiste, la mousseline, sauf exception. Pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple de la coiffe bigoudaine qui n'a pas échappé à la règle. Depuis le début du XIXe siècle, elle est quasiment tout le temps représentée sur des tissus pleins tels le linon. Ce n'est que vers les années 1880 que le tulle va véritablement s'imposer en pays bigoudin pour devenir la norme. Plus tardivement, on verra apparaître l'organdi, de façon simultanée avec le tulle, mais aussi par exemple des tulles mécaniques au XXe siècle. Seules les coiffes de deuil, particularité du pays bigoudin, continueront à être brodées sur des linons ou blancs ou safran. Les croquis de François-Hippolyte Lallès nous informent sur la taille, la forme et la structure des coiffes. Dans la quasi-totalité des terroirs, sauf en pays bigoudin qui est une exception, les coiffes sont couvrantes et ne laissent pas apparaître la chevelure. Mais on la voit apparaître parfois sur le devant de la coiffe, comme nous le montrent les aquarelles des femmes du pays de Dinard et de Guérande par exemple. Parfois on voit apparaître la coiffure à l'arrière sur la nuque sous forme d'un catogan. Elle est plus ou moins visible, comme à mon contour, lamballe, jugon ou encore plébin et châtelain. Parfois elle est visible à l'avant et à l'arrière, comme à Josselin et Plohermel par exemple. Majoritairement, le fond de la coiffe, qu'on peut appeler aussi bonnet, sous-coiffe ou pignon, enserre la chevelure. On peut les remarquer sur les croquis de Châteauneuf, Pontivy ou encore Josselin. Les ailes, les volants ou les pans sont parfois recroisés par-dessus de différentes manières. Parfois ces pans sont laissés libres et pendants. Pour exemple, on peut noter des pans relevés dans le pays de Pont-Aven, Guérande, Saint-Brieuc, et des versions pendantes à Plumilio, Lorient ou encore Plougastel d'Aoulas. La coiffe bigoudaine, elle, ne cessera jamais de nous étonner. C'est certainement la plus petite à avoir été croquée par Hippolyte Lallès au milieu du XIXe, et elle finira la plus haute au XXIe siècle, complètement verticale. Elle ne cessera d'interpeller et de choquer les voyageurs, avec une coiffure découverte, et jugée souvent disgracieuse et indécente pour l'époque. À ce propos, le voyageur François Broumiche, en 1841, disait « Cette disgracieuse coiffure sied à bien peu de femmes. » Les cheveux, toujours visibles, sont remontés de manière plus lâche jusque vers 1870. Puis ils seront particulièrement lissés, voire cartonnés, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, la visagière, qu'on peut aussi nommer passe, couvre entièrement la chevelure avant. La partie arrière, appelée daleden, le dalet, ne couvrira jamais entièrement la chevelure. Ces différents éléments, même lorsqu'ils prendront beaucoup d'ampleur au XXe siècle, notamment dans les années 1940, ne couvriront à eux deux jamais l'entièreté de la coiffure. René-Yves Creston relate l'évolution des coiffes, notamment de la coiffe bigoudaine, dans son livre « Le costume breton » qui est paru en 1974. Les cheveux des femmes bigoudaines seront les seuls à être si visibles avec les cheveux des femmes de Ouessant. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la majorité des coiffes va perdre de sa grandeur, elles vont diminuer progressivement ou brutalement. Ça se retrouve dans beaucoup de terroirs. Par exemple, le pays de Guéméné-sur-Scorff, dans le pays rennais, mais aussi en Cornouailles, dans le pays glazique ou dans le pays de Châtelain. Puisqu'on fait référence à la Cornouaille, les motifs de broderie vont évoluer.
Les coiffes sont de moins en moins couvrantes et prennent de l'ampleur. Elles sont bien plus décoratives qu'utilitaires. Parfois c'est plus pratique, parfois non. Comme toutes les coiffes de Bretagne, la coiffe bigoudaine va rétrécir jusqu'à la fin du 19e siècle pour reprendre de l'essor à partir du 20e. De nombreuses coiffes, notamment en Haute-Bretagne ou bien dans le nord de la Bretagne, dans le pays de Vannes par exemple également, ne connaîtront que peu de nouvel essor jusqu'à leur abandon. Vers les années 1920-1930, les coiffures se libèrent et on sent bien l'influence de la mode parisienne, même dans les terroirs où la coiffe est encore de mise. Contre toute attente, après la Première Guerre mondiale, en Sud-Cornouailles, on peut voir les coiffes prendre à nouveau de l'ampleur et se développer. On peut citer l'exemple des cols et des ailes des coiffes de Lavenne qui s'élargissent considérablement. On peut aussi observer le redressement de la coiffe en pays glasique, qui se redresse doucement comparée à celle du pays bigoudin qui va atteindre jusqu'à 35 voire 36 cm dans les années 1940-1950. Se pose donc la question, mais pourquoi ce regain sur ces différents territoires? Les éléments de réponse sont encore incertains et ténus. Il s'agit certainement de raisons croisées, ethniques, sociologiques, mais aussi économiques et géographiques. Ou est-ce qu'il s'agissait tout simplement d'un chant du cygne? Pour terminer, quelques questions qui nous paraissent essentielles, comme par exemple, pourquoi les femmes ont-elles abandonné le port de la coiffe? L'influence de la mode citadine nous paraît un des éléments les plus prégnants, notamment en Haute-Bretagne au début du XXe siècle. Et la déchirure sociétale de la Première Guerre mondiale n'a pas jugulé cette hémorragie. Ce qui est bien dommage parce qu'elles en avaient des jolis noms, ces coiffes. On parlait de catioles, de poupettes, de polkas, de cornettes, ou encore de pomponnes. Oreilles de chat, brouettes, marmottes, mais aussi penne-sardine, toucaine, aéroplane, dormeuse et bien de dizaines encore. Beaucoup de femmes ont volontairement ou de façon contrainte abandonné le port de la coiffe et ou du costume en fonction de l'évolution de la mode de la ville. Parfois cet abandon est dû à des raisons de commodité, d'exode rural, des raisons économiques, un nouveau travail. Et peu à peu, le XXe siècle voit disparaître en Basse-Bretagne, puis à l'intérieur en Basse-Cornouailles, les dernières modes traditionnelles portées. Après la Seconde Guerre mondiale, ça se réduit à différentes poches géographiques plus ou moins limitées. On peut nommer donc le pays du Trégor-Gouello, mais également le pays de Lorient ou de Vannes, le pays glasique, le pays de Lavenne, et les derniers, pays de Plougastel et le pays bigoudin. Mais très rapidement, on constate que les mères ne vont plus habiller de façon traditionnelle leurs filles. Déjà dans l'entre-deux-guerres, les femmes ne vont plus habiller ni coiffer leurs filles de façon traditionnelle. Est-ce que c'était une manière de se projeter par procuration dans la mode citadine et franchir pour leurs filles le pas qu'elles n'avaient osé jamais faire elles-mêmes? C'est peut-être là la rupture majeure du port de la coiffe par les jeunes générations. Parfois, un arrêté banal de la vie de tous les jours pouvait avoir des conséquences très importantes. Pour exemple, en 1973, en pays bigoudin, le port obligatoire du casque en mobilette a été un élément majeur de l'abandon de la coiffe, aussi paradoxal que ça le soit. Avant de conclure, reprenons l'exemple du pays bigoudin où en 1993, elles étaient encore 300 à la porter presque au quotidien. Alors ces femmes-là qui vont la porter un peu, beaucoup ou tout au long de leur vie l'ont fait pour différentes raisons. Donc pourquoi cette coiffe bigoudaine a tant résisté jusqu'au XXIe siècle? Alors peut-être en premier lieu grâce à l'économie du pays bigoudin, grâce à ses usines, grâce à ses ouvrières textiles, grâce à ses conserveries. Tout cela va faire qu'on va avoir de nombreuses femmes, des milliers de femmes qui vont travailler ensemble au quotidien, qui vont pouvoir rester, on va dire, vivre et travailler au pays et qui, en se croisant tous les jours, jusque dans les années bien 40, 50, vont faire que cette coiffe va continuer à évoluer jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y a évidemment aussi la question du poids du regard. Arrêter de porter la coiffe, c'est peut-être s'extraire de sa condition, c'est sortir de la masse, c'est peut-être quitter cette tradition. Alors que vont en penser la famille, les voisins, les amis? Alors on n'ose pas et on continue à porter la coiffe. Pour certaines, ce sera un choix assumé.
On peut prendre l'exemple de Maria Lambourg, qui est la dernière pont-labiste à avoir porté la coiffe au-delà de ses 100 ans. Elle a perdu son mari très jeune, elle était bistrotière, et pour garder en fait une certaine distance avec ses clients, elle a décidé toute sa vie de porter cette coiffe. D'autres femmes encore nous ont expliqué qu'au milieu du XXe siècle, c'était pas très facile de quitter cette mode vestimentaire parce que c'était une période où le prêt-à-porter n'était pas encore très développé. Il fallait aller voir sa couturière, lui dire ce qu'on voulait, quelle jupe, quel chemisier. Il fallait aussi se dire comment on va se coiffer, parce que dans beaucoup d'autres régions, il suffisait d'un simple chignon pour poser la coiffe. Or, en Pays Bigoudin, ça ne l'est pas du tout. Il faut aller se permanenter, il faut aller chez le coiffeur. Et donc, beaucoup n'ont pas osé sauter ce pas et sont restés à porter le vêtement traditionnel et la coiffe. Et pour d'autres, enfin, ce fut une vraie question identitaire. On a rencontré une dame âgée en maison de retraite à qui le personnel avait coupé les cheveux de manière à ne pas avoir à la coiffer, parce que le personnel ne pouvait pas mettre la coiffe bigoudaine, évidemment, à toutes les femmes. Et donc, elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Elle nous a dit, vous savez, sans ma coiffe, j'aurais été comme tout le monde. Et alors ça, pour elle, c'était le drame absolu. Si en France, et particulièrement en Bretagne, toutes les femmes de la communauté rurale étaient en coiffe, plus qu'une habitude sociale, c'était surtout une contrainte imposée par la religion. Le voile, cet objet qui sert à cacher les cheveux, est une obsession chrétienne de très longue date. Le voile, une protection, un rempart pudique, un ornement, un symbole de soumission à tout âge et en tout temps. Si je vous dis élément protecteur, instrument de séduction, affiche sociale ou ostentatoire, vous me dites voile ou coiffe? Si cette intervention vous a plu, vous pouvez la retrouver comme beaucoup d'autres sur www.mooc.bzh. À bientôt.